Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va plonger tête la première dans ce qui est peut-être la plus grande menace existentielle pour l'intelligence artificielle. Non, je ne parle pas de Terminator ni de Skynet qui prend le contrôle des codes nucléaires. Je parle de quelque chose de beaucoup plus insidieux, de plus biologique presque. Aujourd'hui, on parle de consanguinité numérique. Pour m'accompagner dans cette descente aux enfers de la data, j'ai avec moi Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là, même si le sujet du jour a de quoi donner des sueurs froides à n'importe quel ingénieur de la Silicon Valley. On va parler de cannibalisme, de rois déformés et de la fin potentielle de l'Internet tel qu'on le connaît. Rien que ça. Alors, pour que tout le monde comprenne bien l'enjeu, on va commencer par un petit détour historique. Thomas, tu voulais nous parler de la famille royale d'Espagne, les Habsbourg. Quel est le rapport avec ChatGPT ? Le rapport, c'est la génétique, ou plutôt l'absence de diversité génétique. Imagine l'Europe du XVIIe siècle. Les Habsbourg dominent le monde, mais ils sont obsédés par la pureté de leur sang. Ils ne se marient qu'entre eux, oncle et nièce, cousin germain. Le résultat final de cette stratégie, c'est Charles II d'Espagne. Le fameux Charles II. J'ai vu les peintures, c'est pas glorieux. C'est tragique. Le pauvre homme était le résultat de générations d'inceste. Il avait ce qu'on appelle la mâchoire des Habsbourg, une prognatite tellement prononcée qu'il ne pouvait pas mâcher ses aliments. Il avait du mal à parler, il était stérile, et intellectuellement, c'était catastrophique. Son autopsie a révélé qu'il avait, je cite, « un cœur de la taille d'un grain de poivre et une tête pleine d'eau ». C'était la fin de la lignée. Pourquoi ? Parce que le système génétique s'était effondré sur lui-même, faute d'apport extérieur. D'accord, c'est une image assez horrible, mais c'est très clair. Et donc ta thèse aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle est en train de devenir Charles II d'Espagne. Exactement. C'est ce que les chercheurs appellent le modèle collapse, ou l'effondrement du modèle. Jusqu'à présent, des IA comme GPT-4, Claude ou Llama ont été entraînés sur des données humaines. Des livres écrits par des humains, des articles de Wikipédia rédigés par des passionnés, des conversations Reddit. C'est de la donnée fraîche, variée, complexe, pleine de nos incohérences et de notre créativité. C'est du sang neuf. Mais aujourd'hui, l'Internet change. C'est un euphémisme. L'Internet est inondé de contenus générés par l'IA. Si tu vas sur le web aujourd'hui, une part énorme des textes, des images et bientôt des vidéos est fabriquée par des modèles. Donc, quand les ingénieurs vont vouloir entraîner la prochaine génération d'IA, disons GPT-5 ou 6, sur quoi vont-ils l'entraîner ? Sur les textes générés par GPT-4. Voilà, la boucle est bouclée. L'IA commence à manger ses propres excréments, si tu me passes l'expression. Elle s'entraîne sur sa propre production. C'est de la consanguinité pure. Et comme pour les Habsbourg, ça ne finit pas par des super-humains. Ça finit par des monstres stupides et hallucinés. C'est fascinant et terrifiant. Mais concrètement, comment ça se passe dans le cerveau de la machine ? Tu as mentionné une étude majeure qui a fait grand bruit récemment, menée par des chercheurs d'Oxford, Cambridge et Toronto. Qu'est-ce qu'ils ont découvert exactement ? Oui, c'est un papier publié dans Nature qui a fait l'effet d'une bombe. L'équipe, dirigée par Ilya Shumailov, a fait une expérience assez simple. Ils ont pris un modèle de langage et l'ont fait apprendre à partir de ses propres sorties, sur plusieurs générations. Génération 1 apprend du web humain, génération 2 apprend de génération 1, génération 3 apprend de génération 2, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça se dégrade vite ? C'est fulgurant. Au début, tu perds ce qu'on appelle la variance ou les queues de distribution. Pour faire simple, l'IA est une machine à statistiques. Elle cherche ce qui est le plus probable. Quand elle génère du texte, elle a tendance à lisser la réalité, à choisir les mots les plus communs, les idées les plus consensuelles. Elle supprime les aspérités, les bizarreries, les événements rares. Donc elle devient ennuyeuse ? Au début, oui, elle devient fade. Imagine que tu demandes à une IA de te raconter une histoire sur des chiens. La première génération va te parler de labrador, mais aussi de dalmatien un peu fou, ou de lévrier qui court vite. La deuxième génération, qui a appris de la première, va voir que le labrador est statistiquement dominant. Elle va donc parler un peu plus de labrador et oublier le lévrier. À la cinquième génération, il n'y a plus que des labradors jaunes. La diversité a disparu. La réalité est devenue une moyenne beige. C'est comme faire une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. À la fin, l'image est noire et illisible. C'est exactement l'analogie que j'utilise tout le temps. Mais ça devient pire que juste ennuyeux. Au bout d'un moment, le modèle perd le contact avec la réalité. Il commence à halluciner de manière irréversible. Dans l'étude, ils ont montré qu'un modèle entraîné sur de l'architecture médiévale finissait, après quelques boucles d'auto-apprentissage, par parler exclusivement de lièvres. Attends, de lièvres ? Les lapins ? Oui, le modèle a complètement déraillé. Les connexions logiques se sont brisées. C'est là qu'on voit la folie s'installer. Le modèle devient extrêmement confiant dans ses erreurs. Il ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Il ne connaît que sa propre réalité déformée. C'est ce qu'on appelle l'empoisonnement des données. Et le drame, c'est que c'est irréversible. Une fois que le modèle s'est effondré, tu ne peux pas le réparer en lui montrant juste un peu de données humaines. Il est cassé. C'est comme essayer de soigner la génétique de Charles II avec des vitamines. C'est trop tard. C'est incroyable. On a l'impression que l'IA va devenir de plus en plus intelligente, une sorte de singularité vers le haut, mais ce que tu décris, c'est une singularité vers le bas, une spirale de bêtises. C'est le risque majeur.
On pensait que la limite de l'IA serait la puissance de calcul, les puces Nvidia, l'électricité. En fait, la limite, c'est la donnée. Et on est en train de polluer notre propre puits. Justement, parlons de ce puits, l'Internet. Tu disais tout à l'heure que l'Internet se remplit de contenu artificiel. On a des chiffres là-dessus? Parce que j'ai l'impression que dès que je fais une recherche Google maintenant, je tombe sur des sites un peu louches avec du texte qui sonne faux. Ah, mais tu n'es pas la seule. C'est le fléau du SEO moderne. Certains experts estiment que d'ici 2026, 90% du contenu en ligne pourrait être généré synthétiquement. C'est vertigineux. Les fermes à contenu utilisent ChatGPT pour pondre des milliers d'articles par jour pour capter du clic. Les réseaux sociaux sont inondés de bots qui se parlent entre eux. Donc l'Internet devient une chambre écho où des robots parlent à des robots? C'est ça, c'est l'Internet junkie. Imagine un être humain qui ne se nourrirait que de fast-food ultra transformés, reconstitués chimiquement. Il finirait par avoir de graves carences. Les IA ont besoin de data bio, de la donnée organique, élevée en plein air, produite par de vrais cerveaux humains avec de vraies émotions, de vraies erreurs, de l'argot, de l'ironie. L'ironie, c'est typiquement le genre de truc qui disparaît en premier avec le modèle collapse, non? Absolument. L'ironie, le second degré, la nuance culturelle, tout ça, ce sont des événements rares, statistiquement. Donc l'IA les gomme. C'est pourquoi la valeur de la donnée humaine est en train d'exploser. On assiste à une guerre pour la data propre. Regarde ce que fait Reddit ou le New York Times. Ils ferment les vannes. Ils disent aux entreprises d'IA, stop, vous ne pouvez plus aspirer nos archives gratuitement. C'est de l'or pur ce qu'on a là. C'est vrai, Reddit a passé un deal énorme avec Google récemment. C'est pour ça? Pour avoir accès à nos conversations, à nos débats, à nos engueulades bien humaines? Exactement. Tes commentaires sur un forum obscur de jardinage ou de jeux vidéo valent désormais plus cher que de l'or pour OpenAI ou Google, parce que c'est la seule façon d'empêcher leur modèle de devenir fou. Ils doivent injecter du sang frais permanent pour contrer la consanguinité. Le problème, c'est que le stock de données humaines historiques est fini. On ne peut pas produire plus de livres du 19e siècle. Et si tout ce qu'on produit aujourd'hui est pollué par l'aide de l'IA, si j'écris un mail avec l'aide de l'IA et que ce mail est ensuite utilisé pour entraîner une future IA, je participe à la contamination. Tu es le patient zéro, Sarah. Nous le sommes tous. Dès qu'on utilise l'autocorrection intelligente, la suggestion de réponse, on lisse notre langage. On devient nous-mêmes plus robotiques pour plaire à l'algorithme. Donc la source même de la donnée humaine est en train de se tarir ou de se transformer. C'est une perspective assez sombre. On se dirige vers quoi alors? Un âge sombre numérique? Il y a un risque réel de scission. D'un côté, on aura une masse de modèles gratuits, grand public, qui seront victimes de ce collapse. Ils seront OK pour des tâches basiques, mais ils seront fades, répétitifs, et sujets à des hallucinations bizarres. Une sorte de lobotomie numérique de masse. Et de l'autre côté, on aura peut-être des modèles premium, entraînés sur des bases de données privées, certifiées 100% humaines, gardées sous clé comme des trésors nationaux. La vérité deviendrait un produit de luxe. C'est une façon effrayante mais juste de le voir. Si on ne trouve pas une solution technique, comme le watermarking pour étiqueter clairement ce qui est fait par une IA, pour que les futurs modèles puissent l'ignorer, on risque de perdre la notion de réalité partagée. Imagine un futur où l'histoire, la science, la culture sont réécrites en permanence par des machines qui hallucinent, et où personne n'a plus accès aux sources originales parce qu'elles sont noyées sous des milliards de pages de prix synthétiques. C'est la bibliothèque de Babel de Borges, mais remplie de livres qui n'ont aucun sens, et écrite par des perroquets fous. Le défi des 10 prochaines années, ce n'est pas de rendre l'IA plus puissante, c'est de préserver l'humanité dans la machine. Sinon on finira comme les Habsbourg, puissants, riches, mais incapables de comprendre le monde qui nous entoure, la bouche ouverte, le regard vide. Eh bien, sur cette note joyeuse et pleine d'espoir, merci Thomas pour cette analyse. Toujours un plaisir de jouer les prophètes de malheur. On rappelle à nos auditeurs, continuez à écrire, à créer, à faire des fautes d'orthographe et à avoir des opinions bizarres. C'est peut-être ça qui sauvera l'intelligence de demain. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Salut tout le monde. Gardez votre cerveau bio.